une situation difficile sur le plan tant politique que sécuritaire, une situation qui nous exige sa responsabilité, une situation qui nous exige anticipation, une situation qui nous exige patriotisme en tant que relève, en tant que nouvelle génération de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous aborderons des grandes questions sur notre position en tant que jeunesse congolaise. Une jeunesse aujourd'hui dont la nécessité nous demande d'être organisée face aux enjeux, raison de cette rencontre, pour nous permettre de discuter de manière brève et sereine de la situation politique et sécuritaire du pays. Ainsi, proposer des résolutions qui permettront de soutenir la République face à la situation difficile et permettre à ce que notre pays puisse recouvrir la paix dans sa partie Est. Il est question d'évoquer les enjeux du dialogue intercongolais. Pour nous, jeunesse congolaise, il était important d'avoir cet entretien pour qu'ensemble, nous puissions montrer à nos aînés qu'il est possible de recourir à cet exercice républicain qui permet à tous les fils et filles du pays de concilier leur vue, peu importe les divergences, les points divergents que nous avons tous dans nos perceptions de la situation. Ici, il est question d'aborder la situation du dialogue. Qu'attendons-nous de dialogue? Quel type de dialogue voulons-nous? Qu'est-ce que la jeunesse congolaise peut proposer comme alternative pour permettre à ce que notre pays puisse sortir de cette crise et que la proposition qui ressortira des résolutions que nous allons avoir comme symposium de la nouvelle génération puisse permettre à la classe politique de se remettre en cause et de se projeter à ce sens républicain et à cette responsabilité de mettre tous les fils et filles du pays ensemble afin de trouver des solutions qui seront durables, des solutions qui seront structurelles pour l'avenir de notre pays. Dialogue. Aujourd'hui, nous pouvons observer de manière claire qu'il y a plusieurs tendances qui sont observées dans la classe politique qui exigent un dialogue. Mais quel type de dialogue voulons-nous pour les générations futures? L'objectif de ce dialogue, les résolutions de ce dialogue, ainsi que la pertinence même de ce dialogue. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que notre pays fait face à des difficultés, où nous observons des fractures sociales, où nous observons ce déchirement même au niveau de la cohésion nationale, où nous observons que les velléités, les narratifs qui tendent beaucoup plus à discriminer les uns et les autres prennent de plus en plus d'ampleur
sur la scène politique de notre pays et même dans la société congolaise. Il est important de reconnaître aujourd'hui la pertinence des responsabilités des leaders que nous sommes, la pertinence de propos que nous mettons sur la place publique, ainsi que les conséquences de ces propos. Alors nous, la nouvelle génération, nous avons cette responsabilité de présenter les faits autrement et de présenter une image de cohésion nationale, une image de synergie, une image d'un Congo rassemblé, une image de l'unité nationale. Raison pour laquelle nous sommes ici pour réfléchir. Réfléchir parce que la matière est abondante. Si la jeunesse congolaise veut réellement jouer son rôle, la jeunesse congolaise a le devoir de trouver la solution ou une proposition qui sera le plus neutre et qui sera le plus conciliateur sur les différents points de vue observés dans la classe politique. D'où le dialogue, le narratif sur le dialogue prime aujourd'hui. Toutes les composantes de la société, de la classe politique, demandent le dialogue. Si nous essayons de faire une analyse sur la pression diplomatique comme populaire, vous remarquerez que le dialogue est repris dans plusieurs discours comme une alternative crédible pour solutionner les problèmes politiques et sécuritaires que rencontre notre pays. Mais il est important aujourd'hui que nous, la jeunesse congolaise, puissions réfléchir de manière objective. Que voulons-nous? Puisque c'est nous la relève, c'est nous l'avenir de notre pays. Mais que voulons-nous? Quel type de dialogue voulons-nous? C'est là où nous devons réfléchir. C'est là où la matière est abondante. Parce que il est observé depuis la nuit des temps que la plupart de nos aînés développent une attitude à privilégier et à prioriser beaucoup plus leurs intérêts partisans que les intérêts de la République. Mais aujourd'hui, la jeunesse congolaise a une responsabilité historique de privilégier les intérêts de la République en lieu et place des intérêts partisans, ethniques, tribales, régionales, etc. Alors, nous avons plusieurs propositions sur la table que nous allons étudier, mais à ces propositions, l'on avait voulu y injecter de la matière. Que nous puissions réfléchir et faire une analyse comparative des différents dialogues que nous avions eus. Qu'est-ce que ce dialogue que nous avions eu ont apporté de concret dans l'amélioration des conditions de vie des Congolais, dans la résolution des crises, dans le développement du pays, dans la projection aux 50 prochaines années de notre pays sur le plan économique, social et développement durable. C'est là la vraie question. C'est là où nous devons nous questionner. Est-ce que ces dialogues ont résolu le vrai problème de fond du pays? Questionnement. Alors, si nous sommes tous convaincus, comme moi, puisque je suis aussi partie prenante de cette journée de réflexion, je commencerai par donner mon avis et laisser libre champ au débat. J'ai eu à faire une analyse comparative sur ces éléments où j'ai pu relever les faiblesses et les forces des différents types de dialogues. Mais face à la crise que nous avons aujourd'hui, il est important de nuancer
qu'aujourd'hui, le combat que nous menons n'est pas seulement le combat d'obtention d'un dialogue, mais c'est le combat où la jeunesse congolaise va s'imposer comme une force stratégique, comme une force, une composante à part entière dans ces assises nationales. Pourquoi? Nous avons 3 raisons. Les raisons démographiques. La jeunesse congolaise représente la majorité sociologique du pays. Exclure la jeunesse congolaise aujourd'hui dans toute discussion du pays serait de fausser toute prétention de représentativité. De 2, sur le plan fonctionnel, la jeunesse congolaise est aujourd'hui la victime du chaos. Nous sommes directement victimes de la crise parce que nous subissons le chômage, nous subissons l'insécurité, nous subissons, pour d'autres qui sont à l'est du pays, même des exils forcés. Et pour d'autres jeunes, ils y sont obligés à un enrôlement forcé. Une situation qu'ils n'ont jamais demandée. D'où nous avons la responsabilité aujourd'hui de les défendre. Et troisièmement, la troisième raison, c'est le renouvellement de la classe politique. Parce qu'aujourd'hui, la participation de la jeunesse comme une force de proposition stratégique ou une composante à part entière permettra au pays de rompre avec une reproduction d'un dialogue confisqué par les élites traditionnelles. Les mêmes visages, les mêmes profils, les mêmes personnes qui ont été à la base de la crise, mais qui aujourd'hui pensent qu'ils peuvent toujours être la solution à la crise que eux-mêmes ont créée. Incohérence totale. D'où l'importance de la nouvelle génération. Quels sont les points forts de ce plaidoyer de la jeunesse comme composante à part entière? Le point fort de cette revendication s'inscrit dans une logique de modernisation du dialogue politique, loin des arrangements des élites. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise représente à plus de 70% la population congolaise. Donc, d'un point de vue démographique, nous sommes la majorité sociologique du pays. Ce qui veut dire notre place comme une composante à part entière va rompre avec cette logique de confiscation du dialogue par les élites et des arrangements élitistes qu'ils ont l'habitude de faire. Mais la condition clé pour que ce plaidoyer puisse réellement porter, c'est que la jeunesse congolaise doit être structurée, mandatée, représentative, au risque d'être instrumentalisée. D'où l'organisation de cette réunion, pour que nous puissions poser les bases d'une structuration réelle, d'une organisation réelle et d'une représentativité apparente. On peut constater aujourd'hui, même en termes de représentativité, nous avons tenu compte aujourd'hui de toutes les provinces de la République démocratique du Congo dans cette salle. Alors, pour ma part, avant de laisser libre échange aux intervenants, nous avions sous l'égide une proposition qui fait ravage, beaucoup plus du côté de l'opposition radicale, l'opposition armée, ainsi que l'opposition non armée. C'est un dialogue global et inclusif. Inclusif pour eux, c'est-à-dire
il faut intégrer dans la participation de ce dialogue l'opposition armée et tous ceux qui se sont d'une certaine manière externalisés du cadre républicain. Mais à la jeunesse congolaise, il est important maintenant d'étudier parce que le pouvoir ou la majorité au pouvoir, au travers de sa conception politique et le travail qu'ils ont abattu sur le plan diplomatique, leur donne certains avantages, la légitimité du cadre républicain. Mais cette exigence du dialogue n'est pas perçue comme une exigence acceptable aussi facile. Donc nous nous retrouvons dans une situation de discordance, dans une situation d'opposition de vues, sans aucune alternative crédible qui permettra justement à la République de se sortir de cette crise. D'où la nécessité de la jeunesse congolaise à intervenir au travers d'une proposition qui pourra concilier toutes les vues et travailler sur tous les points discordants afin de trouver une solution durable et structurelle. Alors, j'étais en train de réfléchir, je pense que le président Toto aussi a ses propositions, comme tous les autres, mais pour ma part, avant de clôturer, j'avais réfléchi sur une proposition du dialogue à deux volets. Proposition du dialogue à deux volets, c'est-à-dire un dialogue interne pour commencer avec toutes les forces vives non armées, parce que ces forces vives non armées représentent la légitimité républicaine. Aujourd'hui, il est important de redonner, nous ne disons pas que nous voulons exclure qui que ce soit, mais nous voulons juste entamer une approche graduelle de la discussion. Qu'est-ce que j'entends par une approche graduelle? C'est que les différentes parties doivent, d'une certaine manière, en termes d'équilibre, représenter, avoir de manière équilibriste un rapport de force. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tombé dans les mêmes erreurs de Sun City. Si nous prenons l'option d'avoir un dialogue global et inclusif de manière immédiate, vous allez constater que même les revendications que nous avons aujourd'hui de la jeunesse congolaise comme une composante à part entière n'aura pas sa place. Et de deux, vous allez observer une dissolution de l'opposition républicaine qui sera engloutie sur le sable des revendications de deux grands protagonistes opposés. L'opposition armée, la rébellion, et le pouvoir en place, légitime. Alors, pour que nous ne puissions pas tomber dans l'erreur de Sun City, où l'opposition républicaine avait été mise à l'écart des discussions et de la représentation en termes de gouvernance du pays, il faudrait réfléchir. La première alternative, c'est comment renforcer la capacité ou la force de proposition civile et politique non armée. Parce que c'est ça la légitimité républicaine. Nous avons opté ou pris l'option de nous battre conformément aux lois de la République, de revendiquer selon les normes et les règles constitutionnelles. Je pense qu'aujourd'hui, il est légitime, en termes de perspective d'avenir, de reconnaître le travail ainsi que le rôle important que joue aujourd'hui la société civile, la jeunesse et toutes les autres dynamiques citoyennes, civiles, qui n'ont pas pris l'option de prendre les armes. Il faudrait que leur voix soit réhabilitée. Il faudrait qu'aujourd'hui,
que l'on reconnaisse la force d'opposition républicaine, que l'on reconnaisse la force des revendications de la jeunesse congolaise qui s'inscrit dans une logique républicaine, la force de la société civile qui fait des plaidoyers républicains. Et tout ça, cette légitimité républicaine doit être reconnue. D'où la nécessité, dans un premier volet, que nous ayons un dialogue qui permettra de mettre sur la table des discussions pour des questions de fond de la République les forces vives non armées. Par ces forces vives, j'entends les forces politiques non armées, la société civile, les confessions religieuses, les organisations de la jeunesse, une jeunesse organisée, les organisations des femmes, les acteurs économiques et intellectuels, etc. Cela nous permettra d'examiner les questions de fond. Les questions de fond sur l'idée que nous voulons de notre État. Les crises institutionnelles et électorales, c'est légitime, puisque c'est nous qui militons ici. C'est nous qui organisons des marches, c'est nous qui créons des conférences, c'est nous qui nous opposons dans les rues de Kinshasa si nous sentons que quelque chose ne va pas. Donc, pour discuter des crises institutionnelles et électorales, je pense que la primauté doit revenir aux forces vives non armées sur une table de négociation. De deux, sur les enjeux de gouvernance et de corruption. Aujourd'hui, il revient à la responsabilité des forces vives non armées ainsi que du pouvoir en place de se mettre autour d'une table et de discuter sur ces questions. Parce que c'est nous qui sommes encore sous la gouvernance du pouvoir. Ceux qui sont occupés ne sont plus sous la gouvernance. Alors, c'est à nous que revient la responsabilité de réfléchir sur ces problématiques et de trouver des solutions structurelles à cela. Les questions de cohésion nationale, les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Aujourd'hui, il est important de reconnaître aux forces vives non armées leur rôle dans les discussions sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles, parce que c'est nous la légitimité républicaine. Donc, ça serait une manière d'établir une position minimale, consensuelle des enjeux. Quelles sont les forces de ce volet? Ça crée un socle de légitimité interne. De un, ça évite la prise en otage du dialogue par la violence. De trois, ça réhabilite la parole civile et politique non armée. De quatre, ça permet à la jeunesse d'exister comme une force de proposition de manière stratégique. Mais il y a aussi quelques faiblesses et risques à cela. Un risque de boycott possible de la part des autres forces politiques influentes, un manque de pouvoir contraignant pour opposer les résolutions de manière contraignante et la mise en œuvre de ces résolutions, et un risque de dialogue perçu comme un dialogue sans dents, un dialogue qui ne peut pas contraindre. Alors, à cela, je pense que les mesures qui pourraient être coercitives à cela seraient de prévoir dans ce premier volet du dialogue entre le gouvernement en place et les forces vives non armées, de prévoir à ce que les conclusions qui ressortiront du premier volet du dialogue avec les forces vives non armées aient une valeur de base obligatoire pour le deuxième volet. Parce que c'est que l'on servira de soubassement afin de vider le substance de revendication de l'opposition armée. Puisque l'opposition armée revendique quoi? Quelles sont les vraies revendications sur lesquelles il s'assied? C'est vrai, donc, c'est une matière que nous allons développer. Et je pense qu'après cela, nous allons peut-être, par appréciation au premier dialogue,
discuter de l'approche d'un deuxième dialogue qui sera beaucoup plus inclusif avec les partis armés et radicales. Merci beaucoup.